Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Ouais. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Salut Camille. Coucou Livia, merci de m'inviter pour une deuxième fois sur ton podcast. Oui. Alors Camille Bataillon, que vous connaissez peut-être du podcast Camille parle sexe, est sexologue spécialisée en périnatalité, donc tout ce qui est autour de la grossesse, le postpartum, le sexe avant-après bébé. On peut dire ça ? Exactement, Voilà. ouais. Et pendant pendant la grossesse aussi. Ah oui, c'est important. Si on veut, sans pression évidemment. Si on veut, si on a envie. Et aujourd'hui, on va parler de thérapie de couple. Parce que tu fais aussi des thérapies de couple et j'ai un tas de questions. Je suis très curieuse. Okay. Donc, juste pour démarrer, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur toi, ton activité et comment en général tu fonctionnes avec les couples? Juste qu'on ait une espèce de panorama Ouais, global. Et ça marche pour tes questions, comme ça permet d'être bien concise aussi. Donc, je suis sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Je travaille uniquement en visio depuis le Covid et je reçois des personnes en individuel et en couple qui se posent des questions sur leur vie intime, leur vie de couple. Donc comment je fonctionne? Généralement, alors il peut y avoir plusieurs options. Soit le couple consulte déjà une première fois ensemble, donc ils font la démarche ou elles font la démarche ensemble. Et donc dans ce cas-là, on pourra revenir plus en détail, mais dans ce cas-là, on fait la première séance ensemble et je vais les inviter pour une prochaine séance à ce qu'on se voit individuellement. Donc que je vois chacune des membres du couple individuellement pour déjà avoir son espace à soi, pouvoir peut-être travailler des choses qui prendront moins de temps à travailler, c'est-à-dire que voilà, quand on a des problématiques individuelles ou des questionnements qui concernent surtout soi, on va pas forcément le faire en séance de couple. En couple, on va vraiment se focaliser sur le couple et en séance individuelle, on va pouvoir travailler sur des éléments propres à l'individu, mais qui va aussi bénéficier durant les séances de couple. Et la deuxième option, c'est une personne qui fait une première consultation, la démarche seule, mais cette personne est aussi en couple et très souvent, quand il y a des problématiques sexuelles, des questionnements, je vais les inviter aussi, si ces personnes-là sont en couple, d'inviter le ou la partenaire à venir dans une prochaine séance aussi, et donc d'inviter le couple à venir en séance. Donc là, pareil, il y a encore deux options à ce moment-là. C'est soit la personne en face, et dans le meilleur des cas, elle a envie de participer. Donc soit elle va venir déjà dans une consultation individuelle aussi, comme ça les deux auront leur consultation individuelle avant de venir pour la séance en couple. Ou alors va dire non, moi je me sens quand même plus à l'aise qu'on fasse le premier rendez-vous ensemble et donc je veux qu'on le fasse ensemble pour voir déjà s'il y a aussi le feeling avec la thérapeute et ensuite on fera la séance individuelle. Je sais pas si c'est clair comme ça fait beaucoup de choses. Super clair. J'ai noté des questions, mais j'en ai plein qui viennent dans mon esprit, donc j'écoute mon esprit, ok? Vas-y. Et ma question, elle est un peu étrange, mais c'est quel genre de couple vont en thérapie de couple? Genre, est-ce que tu vois des points communs entre la philosophie des personnes qui viennent en thérapie de couple? Tu vois ma question ou pas? Parce que Ouais. Je sais pas toi, mais je trouve que des fois, on attire quand même des personnes qui sont plutôt proches de nous, qui nous ressemblent un peu plus ou moins quand même, qui nous ressemblent. Et donc, j'ai quand même un public qui est assez informé
sur la sexualité, alors informés, après, est-ce que c'est avec des bonnes informations, etc., mais en tout cas en recherche d'informations. Souvent aussi, et tu me diras si ça le fait avec toi, mais comme les personnes aussi, on a un podcast, on a un compte Instagram, les personnes avant de nous consulter ont déjà des fois consulté ces ressources-là qu'on met à disposition. Carrément. Et donc moi, quand les personnes arrivent et me disent j'ai déjà écouté vos podcasts ou je suis déjà votre page Instagram, je dis bingo, c'est une clientèle qualifiée dans le sens où ça va être beaucoup plus simple parce que ça veut dire que les personnes adhèrent aussi à nos propos, à notre manière de travailler, donc l'alliance thérapeutique elle est déjà là, mais surtout du coup ont déjà des informations que moi je considère comme bonne qualité et donc ça montre que ok on va pouvoir aussi faire du bon travail, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément, je vois. Donc, c'est pas des personnes que tu as à convaincre de la pertinence de ton métier, en fait. C'est des personnes qui y adhèrent déjà. Donc dans la plupart des cas, oui. Et là, quand je te parlais de quand c'est des fois, je vais te faire un petit peu le cas classique, en couple hétéro, une femme qui consulte d'abord seule et je vais dire, ah bah ça pourrait être intéressant que votre partenaire vienne. Là, le partenaire, des fois, il peut être réticent un peu à venir ou ne me connaît pas du tout. Ouais. Et donc peut venir dans la première séance de couple ou individuelle un peu réticent, un peu comme ça, croiser les bras et un peu être à l'arrière sur sa chaise et pas trop être sûr. Et moi j'adore ce genre de challenge, on va dire ça comme ça, parce que c'est des personnes voilà, qui vont dire bah, je sais pas, j'ai rien à vous dire ou je sais pas trop quoi m'attendre, etc. Et finalement à la fin de la séance repartent convaincus quand même dans la plupart des cas. Ouais. Parce que c'est ça, moi je travaille essentiellement avec des femmes. Enfin, pas Ok. essentiellement, je travaille Que. que avec des femmes. Faut dire les mots. Et quelques, voilà, et quelques personnes qui sont trans non-binaires, Oui. mais pas avec des hommes. Tu vois, Ok. c'est moins mon truc. Cependant, je pense que je travaille avec des hommes indirectement. Totalement. Et très souvent, mes clientes, elles arrivent, tu vois, on travaille essentiellement sur la sexualité, et elles arrivent au stade où elles se sentent beaucoup mieux. Et voilà, elles se disent comment inviter mon partenaire à cette nouvelle façon de voir notre intimité, notre relation, etc. Mm. Et il y en a plusieurs qui font la démarche d'elles-mêmes, hein, sans... Je les pousse pas forcément, hein, d'elles-mêmes à faire une thérapie de couple. Ouais. Et le petit enjeu, c'est toujours comment j'invite mon partenaire ou ma partenaire à venir avec moi en séance. Est-ce que tu sens ça de tes personnes qui viennent te voir en solo, qu'il y a un petit frottement à ce moment-là? Mm. Et si oui, ce serait quoi ton conseil pour inviter un ou une partenaire à venir en thérapie sans que ce soit forcer la main de la personne? Totalement. Oui, tu as raison de dire, de toute façon, c'est une invitation parce que si on force, de toute façon, enfin, ça mènera à rien. Mhm. Si je reprends ton terme frottement, on va parler peut-être de petits frottements et grands frottements, c'est-à-dire là où vraiment, souvent quand les femmes vont venir, ils vont me parler d'une difficulté sexuelle. euh, Moi, je trouve que c'est intéressant la perspective aussi du couple parce que, bah, comme tu dis, on peut travailler, elles vont évoluer sur des choses et c'est ce que je leur dis, vous allez travailler, vous allez évoluer sur des choses et puis vous allez sûrement atteindre une limite qui est, bah, en fait, quand ça va toucher au couple. Mm. Parce que si l'autre ne fait pas ce travail-là, il n'y a rien qui bouge en attendant. Ou Oui. si ça bouge un petit peu, mais il peut y avoir une limite, je leur dis. Et donc c'est pour ça que je les invite à ce que le partenaire puisse venir ou la partenaire en face et déjà de poser la question, est-ce que vous en avez déjà discuté? Donc dans la majorité des cas, elle disait, ah bah oui, il m'en a déjà parlé, il est prêt à venir, on savait pas trop, etc. Donc ça c'est dans le meilleur des cas. Super. Dans une infime partie des cas. Et là, c'est peut-être plus des femmes qui ont plutôt la cinquantaine, qui vont me dire, mon partenaire, il est réfractaire. Ouais. Ça lui parle pas du tout la thérapie, il viendra pas. Et donc là, je vais pas dire, bah non, il faut absolument qu'il vienne. Voilà, moi, je leur dis, ça va être une limite. Ouais. Moi, le fait qu'ils viennent pas, ça va être une limite. Donc vous pouvez quand même avancer sur des choses, mais sachez que vous ne portez pas tout sur vos épaules. C'est pas votre responsabilité à vous seul. Qu'elles aient ça un petit peu en tête. Mais malheureusement, là, dans ce cas-là, même pour elles, j'ai pas envie de leur dire d'avoir des... Ça serait un peu peine perdue parce que c'est lui qui doit aussi faire la démarche, se renseigner, etc. Par contre, elles peuvent déjà partager pourquoi elle, c'est important. Voilà, j'ai consulté une sexologue, elle m'a recommandé qu'on puisse se voir en couple parce que ça pourrait nous être bénéfique, etc. Ça demande déjà qu'il y ait une Ouais. communication dans le couple, hein, tu C'est vois. ça. Euh, Mm. donc, tu vois, je dis que c'est pas forcément. Donc, dans ce cas-là, quand c'est quelqu'un qui est un petit peu réfractaire et pas grand réfractaire, hein. Grand réfractaire, là, on les laisse faire leur chemin. Petit réfractaire, voilà, c'est de parler. Qu'est-ce que ça peut apporter? Moi, j'ai trouvé ça bien ou c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai besoin qu'on fasse ce travail ensemble. Ça voudrait dire beaucoup. Est-ce que tu es prêt à tester au moins une séance?
Ouais, On dit pas à c'est t'engager sur une thérapie, mais à tester une séance, parce qu'il faut qu'il y ait le ouais, feeling évidemment aussi avec, voir la comment ça se thérapeute. passe et tu vois, c'est un truc, même moi dans mon travail, c'est effectivement une limite et on travaille beaucoup sur comment on peut nous influencer notre dynamique de couple parce que, ben, forcément je travaille sur moi, mais l'autre fait son propre chemin Ah ouais. et il y a une nécessité de volonté des 2 pour que ça change parce que sinon, ben, tu vois, par Mmh. exemple, ça peut être aussi simple que d'accepter d'être ouvert à une possibilité ou d'être influencé, mais si l'autre dit: «Ah non, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout possible et tout», bah, ça veut dire que nous, on va évoluer. Enfin, quand je dis nous, c'est la personne, numéro un qui vient s faire la démarche, elle va évoluer, elle va grandir et malheureusement, ben, ça crée de la distance puisque si moi, je suis en train de faire ce chemin, je me sens de mieux en mieux dans mon corps, je sens qu'il y a des possibilités pour nous, mais qu'en face, j'ai quelqu'un qui Qui permet. refuse d'avancer le chemin avec moi, Mmh. compliqué. C'est compliqué, ouais, et c'est ça que tu as vraiment dit aussi, c'est, d'avoir la curiosité. Parce que j'ai le cas, par exemple, d'un homme qui est venu consulter et qui est en couple, et pareil, bah, je lui ai tout de suite aussi proposé, dans sa problématique, d'éjaculation, précoce, qu'elle puisse venir. Mmh. Et il m'a dit: «Non, elle, ça l'intéresse pas». Elle a dit: «Surtout», elle savait qu'il venait me voir, elle dit: «Surtout, tu dis à la sexologue que moi, tout va bien, enfin, voilà, je veux pas faire partie de l'histoire». Mmh. Donc voilà, au début, je me suis dit: «Ah mince, ça va être un peu compliqué, elle va être un peu réfractaire» et cetera, et finalement, elle avait quand même cette dimension de curiosité, donc C'est après ça. chaque séance, elle lui posait des questions et cetera, et donc même lui, je lui disais: «Bah, même vous, voilà, vous allez avancer sur vous, il y aura peut-être une limite, mais il y aura quand même aussi des choses comme vous allez bouger, vous allez la faire bouger d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas faire bouger la relation». Exactement. Et c'est, ce qui s'est passé aussi. Il y a des choses du coup qui ont impacté le couple, mais parce que je pense que, quand même, bah, cette femme-là, elle avait quand même une curiosité, elle avait quand même envie, peut-être peur de consulter, mais à travers lui, elle a fait son bout de chemin aussi. Ouais, C'est possible. ouais et ça peut largement suffire dans le sens où au moins il y a un espace d'échange et de communication. C'est-à-dire que même si il peut y avoir plein de raisons d'avoir peur, hein, de consulter. Exactement. Mais si elle est ouverte à évoluer avec lui, donc ne serait-ce que poser les questions à quelqu'un, c'est évoluer avec la personne parce que tu es au courant de ce qui se passe, ça peut être vraiment chouette. Oui. Et juste pour clarifier, est-ce que toi, tu travailles que sur la dimension sexuelle ou tu travailles sur d'autres dimensions aussi? C'est quoi les thèmes, en Ouais. général que tu abordes? Bonne question, parce que les gens peuvent être surpris aussi, justement, qu'on ne parle pas que de sexualité dans les thérapies de couple. Généralement, c'est la porte d'entrée, la sexualité, peut-être parce que j'ai aussi la casquette sexologue, donc les personnes viennent avec ça. Mais en fait, souvent en thérapie de couple, on parle de sexualité, mais en fait, on va parler de beaucoup d'autres choses. Même des fois, on va passer des séances à parler d'organisation familiale ou d'organisation de couple, tu vois? Mais surtout la communication. Ça m'étonne tellement pas ce truc d'organisation familiale. Voilà. Bah, sache qu'on peut passer des séances, même parler d'argent. Ça peut prendre des séances aussi de parler Bien d'argent sûr. parce que, bah, l'organisation, la vie de famille, enfin l'argent, elle est quand même au cœur de notre système. Donc ça fait partie de nos problématiques ou des choses tabous, des choses qui peuvent coincer, qui peuvent des fois coincer la sexualité aussi. Carrément. On parle de la parentalité aussi pour les parents, donc la communication, ça revient aussi beaucoup. Donc pour moi, tant qu'il y a pas des bases d'une communication efficace, c'est difficile même d'être dans l'intimité ou d'aller dans la sexualité, ou en tout cas, j'encourage vivement à ce qu'il y ait déjà une communication efficace, et donc c'est des choses qu'on travaille aussi, en séance, en couple. Ouais, carrément et donc le désir de base, c'est souvent la sexualité, mais après, pour aller vers une sexualité plus saine et apaisée, vous allez regarder tout ce qui se passe en périphérie, quoi. Ouais, et donc il y Ouais. a des fois même des personnes là, cette semaine, j'avais eu un email, alors c'était une psy, une professionnelle qui leur avait qui leur avait dit: «Allez voir Camille» et cetera, et c'était pas du tout l'approche sur la sexualité, mais elle disait: «Voilà, faut qu'on communique mieux et qu'on se refasse confiance». Mais des fois, il y a des Oui. personnes qui vont poser des questions aussi, dire: «Bah, nous, on veut travailler sur la communication, sur se refaire confiance. Est-ce que c'est des choses que vous faites, ou vous faites que la sexualité?» Et donc c'est pour ça que je te remercie de cette question, parce qu'en fait, Mmh. c'est bien plus vaste que juste la sexualité, hein. La sexualité, elle est impactée par tous ces éléments qu'on vient de dire juste avant. Carrément et puis on peut pas faire de sexualité sans se faire confiance, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, et faire couple sans se faire confiance, c'est compliqué aussi. C'est compliqué, carrément et en fait, moi, je trouve ça, excellent, le fait, que tu proposes des thérapies de couple parce que quand, quand j'observe donc moi, par exemple,
c'est similaire à toi, c'est-à-dire que j'accompagne sur la sexualité, mais les 3 quarts du temps, on parle pas de sexualité. On parle d'exprimer ses besoins, ses limites, Tu parles de plein d'autres choses. tu vois, ressentir ce qui va pas, poser les mots Mmh. dessus. Enfin, c'est énormément d'expression plus que de sexualité. Et après, une fois que ce cadre est posé, c'est beaucoup plus facile d'être dans un lien. En fait, c'est de l'intimité au global, Totalement. tu vois. Ouais, c'est ça, il faut voir plus large aussi, c'est vrai, on a dans cette dimension de sexualité alors que nous on parle d'intimité. L'intimité, bah, elle brosse, plein de sujets, quoi. Carrément, c'est ça. Et je vois que très souvent, je me dis, c'est une question d'outils plus que de personne. C'est-à-dire que la personne n'a pas forcément l'outil d'exprimer ses besoins, ses limites, de discuter, de comment s'organiser, etc. Et qu'une fois que cette personne a l'outil, ça peut changer complètement comment le couple fonctionne au final. Et ça s'apprend, tu vois, et je trouve ça vraiment chouette. Ouais, Cool. et là, quand tu parlais de ça me faisait penser aussi où il y a des fois même des situations en tant que thérapeute où on peut voir des couples et on se dit: «Oh, mais là, qu'est-ce que je vais faire avec eux?» Tu vois? Ouais, Je vois pas de solution et cetera. Puis en fait, bon, on respire et en fait, avec tous ces outils qu'on a ou déjà même si on vient retravailler la communication, on voit que déjà sur des couples qui peuvent nous paraître très difficiles, bah, il y a des portes qui s'ouvrent et en fait, il y a des choses super belles qui peuvent se passer aussi. Donc carrément. on peut commencer avec un couple qui nous semble très, très difficile et en fait, on peut être aussi agréablement surprise de: «Waouh, en fait, ce Ouais. couple a plein de ressources» quand ils ont les bons outils aussi. C'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est la volonté des 2 qui fait que tu peux arriver à quelque chose de bien ou de beau? Déjà, Et ouais. si les 2 sont volontaires, il y a de l'espoir, en fait? La première séance de couple, c'est justement pour évaluer la motivation et la remise en Mmh. question. Ça serait les 2 éléments, tu vois? On pourrait être motivé et pas se remettre en question et là, je suis pas sûre Mmh. qu'on va arriver à quoi que ce soit. On pourrait se remettre en question, mais pas être motivé à faire des efforts et donc bah, là, pareil, je pense que ça mène à rien et donc la première séance de couple, j'évalue pour les 2. S'il y a ces 2 éléments-là, s'il y a ces 2 éléments-là, généralement, il y a des choses qui se débloquent et qui se passent et cetera. Après, le temps Ouais, qu'il faut, ça va dépendre de chaque couple, mais sans ça, c'est pour ça je perds pas mon temps non plus, je leur fais pas perdre leur temps, je leur dis: «Là, dès la première séance, si je ne sens pas ça, je dis: "Je peux pas aller plus loin avec vous"». ouais. Bah, oui, parce que c'est compliqué, quoi. Genre, Bah, j'ai pas de tu baguette vas magique, bah, oui, je vais pas faire à leur place non plus. c'est ça, Je suis pas dans leur couple. c'est ça, tu peux pas faire, et est-ce que tu as beaucoup de situations où finalement, la bonne pas la bonne, mais l'issue, qui convient au couple, c'est de rompre? Ça arrive, ça arrive souvent, quand la solution, je vais appeler ça, c'est vraiment ça la solution Mmh. qui arrive, qui est de rompre. C'est souvent des couples qui, dès les premières séances, voire la première séance, ont évoqué cette possibilité. Donc c'est-à-dire qu'ils vont Ah pas ouais. tomber des nues parce qu'il y a des fois des couples qui ont peur de faire des thérapies de couple. Ils se disent: «Mais ça se trouve, on va découvrir qu'il faut qu'on rompe, qu'on soit plus ensemble». Non, généralement, en tout cas dans les cas que j'ai eu où il y a eu des séparations, c'était déjà évoqué même dès la première séance. C'était un peu en l'air, en suspens, et de pouvoir évoquer Mmh. plein de sujets. Donc il y a des couples qui se posent ces questions-là dès la première séance et finalement, en fait, ils restent ensemble. Et il y a des couples où ils vont se rendre compte que, bah, finalement, en fait, on n'était peut-être pas assez motivés. Il y a des fois des situations où là, où ils se posent la question, où il y a déjà un ou une des partenaires qui a un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Et donc là, déjà, tu vois, et ça, des fois, je peux, dans ces cas-là, quand c'est comme ça, pas le repérer dès la première séance, parce que c'est un peu vicieux, mais je le repère après coup et en fait, bah, ça peut pas fonctionner non plus. Ça veut dire que, voilà, des fois, la personne avait besoin peut-être d'un cadre pour pouvoir rompre aussi et Ouais. pour pouvoir, se confronter aussi et être honnête avec l'autre. Mmh. C'est clair. Parce que si tu pas envie d'être dans le couple, ben, tu pas envie, quoi. Ouais. Il y Et des a fois, c'est pas rien, évident parce ouais, que de tu peux avoir, l'admettre. beaucoup d'amour, des fois, tu peux aimer très fort une personne et en fait, à l'intérieur de toi, tu as peut-être plus envie d'être en couple, mais tu ne l'assumes pas ou Ouais, tu pas le dire pour pas faire du mal à l'autre et donc en fait, tu as un pied dedans, un pied dehors, quoi. ouais. Ouais, c'est clair. Non, je comprends, et puis, moi, je trouve que la question de faut-il rompre ou quand rompre, elle est pas facile, surtout quand en face, on n'a pas une situation qui est tranchée, quoi. Si c'est tranché et que la relation ne va pas, OK, mais si c'est juste qu'on sent que c'est le moment de se séparer, mais qu'on n'a pas forcément toute cette clarté, au moins ça peut apporter cette clarté, et ça fait que tu as 2 personnes à la fin qui, du coup, bah, sont en accord avec elles-mêmes, quoi. Au final, Mmh. c'est ce qu'on cherche. Ouais. Et je me demandais, est-ce que tu vois des traits de couple qui fonctionnent? Genre, si tu te disais à force, d'avoir travaillé avec des couples,
Qu'est-ce qui pour toi seraient les 1, 2, 3 caractéristiques de couple qui sont super chouettes, qui sont beaux? Tu te dis: «Ah ouais, eux, j'aime bien». Ah bah, j'aime bien moi quand on peut rigoler dans les séances, que c'est léger et Mmh. cetera évidemment. Mais Mmh. il y a des couples, comme je te disais, qui ont pu me surprendre, où vraiment, j'aurais pas parié sur eux et finalement, avec les séances, ont pu développer. Par rapport aux formes de couple, je sais pas si ça répond, parce que ça va dépendre aussi quelles sont leurs demandes, hein. Mmh. Mais des couples où déjà, il y a une complicité, tu vois? C'est déjà beaucoup plus simple, donc des couples où, ils se regardent, ils peuvent se toucher, ils peuvent rigoler, tu vois? Ensemble, ça c'est quand même beaucoup plus simple, même pour eux. Des couples qui ont on va revenir sur Respect. ça, mais la communication et avec du respect, qui s'écoutent. Tu sens la différence même en tant que thérapeute, un couple où il y a du respect, de l'espace, chacun essaye de s'écouter versus un couple où on se parle l'un sur l'autre, Mmh. on juge l'autre, on pointe du doigt. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr, dans ces cas-là de couple, il faut vite les recadrer et remettre, un peu les choses, comme il faut. Mais donc du coup, il y a ça et puis le troisième point, bah, je reviens sur, ouais, la remise en question, enfin d'avoir du recul sur soi, parce que si on a du recul sur soi, on peut aussi essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. Ouais. Ce qui est quand même important quand on est en relation parce que on peut vivre la même situation, mais pas la vivre pareillement. Mmh mh. Pas la Mmh. ressentir de la même manière et pas comprendre pourquoi l'autre a réagi comme ça ou pourquoi l'autre a dit ça, et de se dire: «Mais non, c'est pas toi qui as juste, c'est moi» et cetera et en fait, si on se met dans les chaussures de l'autre vraiment, on peut comprendre l'autre finalement, même si c'est pas comme ça que nous on aurait réagi et donc avoir du recul sur soi aussi, c'est important. Ouais, carrément. Non, mais carrément, tout ce que tu dis, ça résonne complètement et moi, je trouve que le respect, ça aide énormément. Tu vois? Juste Mmh. reconnaître que la personne en face, c'est quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un pour qui on a de l'estime, qui même si ça fonctionne pas forcément entre nous sur un point précis, on a ce respect pour cette personne. Je trouve que ça peut pour observer les couples autour de moi, je trouve que ça fait une énorme différence. Ouais, d'avoir une certaine estime pour Mmh. l'autre, quoi. Ouais. Et est-ce que tu dirais qu'il faut forcément des problèmes pour consulter? Parce que j'avais lu ta newsletter où tu disais que justement, fallait pas attendre d'avoir des problèmes pour consulter. Et donc du coup, c'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Moi, je dis, c'est dès qu'on se pose des questions ou qu'on a de la curiosité, qu'on veut en apprendre plus sur son couple, bah, c'est le moment de consulter. Mmh. Effectivement, dans cette croyance et puis la manière aussi dont on a été formé à la sexualité, aux thérapies de couple, c'est pour régler des problèmes. Donc, c'est normal que les gens viennent nous voir quand il y a des problèmes. Comme un médecin, on vient le voir quand il y a un problème, pas quand tout va bien et qu'on veut faire de la prévention. Donc là, par rapport à ça et moi, ma démarche en tant que sexologue et puis on est plusieurs aussi là-dedans, même en tant que thérapeute de couple, c'est de dire de pas attendre, hein. En moyenne, les couples attendent 7 années de frustration, de colère, de ressentiment pour consulter. Waouh! 7 années, c'est une galère à 7 années de frustration, hein, et de tension. 7 ans de frustration! Mmh. Mais ils sont courageux, hein, moi j'aurais rompu, hein. 7 ans, c'est Bah, long, hein? surtout qu'après quand on donne tout ça à la thérapeute, c'est beaucoup de bagages, ça prend un peu plus de temps. Ah ouais. Parce que tu te demandes même, est-ce que enfin, tu en es au stade où tu te dis: «Mais pourquoi je suis avec cette personne? Ça fait 7 ans qu'il me prend la tête». Tu vois? Genre, Et il y en a, c'est même beaucoup plus, hein. C'est parce que, bah, des fois, on waouh! se rend pas compte, on vit la vie à 1000 à l'heure, où il y a les enfants et donc on se focalise sur les enfants, on Automatisme. tient avec ça et puis après, au bout d'un moment, quand on pense au couple, là, on se dit: «Ah ouais, mince, ça fait autant d'années». Ouais, Donc ouais, on invite waouh. vraiment, les couples à venir, même dès les débuts de relation. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi pour ma relation, mais j'invite aussi vraiment les couples au début de la relation. Quand tout va bien, c'est même bien de mettre déjà directement les bonnes bases. C'est plus facile de mettre les bonnes bases Ouais. quand ça va bien que d'attendre quand ça va mal et qu'il y a en plus tout un bagage lourd à déjà nettoyer avant de remettre des bonnes C'est bases. ça et je me dis qu'il y a tellement de pilotes automatiques parce que quand tu regardes, on nous apprend pas vraiment à être en relation. Enfin, je sais pas comment c'était pour toi, mais je sais que Mmh. mes parents, les parents de mes amis, j'ai pas eu de transmission sur le sujet, tu vois? Et donc aujourd'hui, on essaie d'avoir des relations qui sont un peu plus apaisées, un peu plus harmonieuses. Il y a pas de mode d'emploi ou voilà, tu sais pas forcément comment faire et moi, je me rappelle je raconte un peu ma vie, mais en fait, j'aime bien raconter ma vie, je raconte tout le temps ma life. Vas-y, Je vas-y, on raconte tout adore le les temps gars. ma life, mais je me rappelle après ma rupture d'une longue relation, j'ai commencé une thérapie pour moi seule et 3/4 du temps, elle me donnait des repères sur ce que c'est censé être une bonne relation. Tu vois? C'est-à-dire que Mmh. c'était même pas oui, il y avait le travail sur moi et cetera, mais j'ai réalisé que je ne savais pas ce qui était
acceptable, ce qui n'était pas acceptable, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Il y avait des choses dans ma relation passée qui n'étaient pas du tout acceptables, mais je me disais non, non, c'est normal, tu vois. C'est ta norme, C'est quoi. ça. Mmh. Et je pense que ne serait-ce que si on veut construire, si on voit un futur avec quelqu'un, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, OK, quels repères je veux, quelles sont nos valeurs, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut construire, tu vois, genre comme n'importe quel projet en fait. Je trouve que c'est vachement intéressant. Ouais, c'est super ce que tu dis et c'est vrai, en fait, on base notre norme sur, nos modèles, nos expériences, avec quoi on est entouré. Par exemple, même on le voit dans la violence, si, j'ai grandi, enfant dans de la violence, bah, je me dis que c'est normal que dans ma relation, il y ait de la violence. Je ne sais plus ce qui est normal, pas Ouais. normal, enfin si, je sais ce qui est normal, du coup, c'est la violence, mais je n'ai peut-être pas conscience que c'est peut-être pas sain pour moi et pas viable non plus et j'ai besoin d'avoir un repère. Tout comme des personnes dans la sexualité qui savent pas est-ce que ça c'est normal, pas normal, ont plus de repères et donc viennent des fois consulter pour que quelqu'un leur dise c'est quoi la norme, même si on n'est pas là pour dire Ouais. ce qui est la norme ou pas. Et quand tu disais qu'en fait, ce serait bien de commencer au début d'une relation, c'est vrai que ça peut aider quand on n'a pas eu l'opportunité, même surtout quand on n'a pas eu l'opportunité de faire ce travail par ailleurs, parce que moi, j'ai eu la chance de le faire seule. Donc, il y a beaucoup de choses où, quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, je pouvais lui dire, ça, je l'accepte pas, et ça, c'est OK pour Et moi. ouais, Parce qu'au totalement. moins, je lui fais cette transmission, entre guillemets, de comment je le vois, et lui, il avait des bons repères déjà. Mmh. Mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Enfin, on ne sait Non, pas ce qu'on ne sait pas. Et exactement. donc, juste, je trouve que c'est sympa, en fait, de se dire, OK, on est en couple depuis, allez, ça fait 3 mois, on veut Ouais, continuer ensemble, on commence on une y va. thérapie. Ouais. Ouais, je te rejoins, vraiment parce que moi aussi j'avais pas aidé, puis c'est normal quand on se construit, puis on n'avait pas de repères à ce moment-là ou en tout cas pas autant de livres, hein, sur les couples ou des Mhm, podcasts sur les couples. carrément. Aujourd'hui, on peut peut-être avoir ces nouveaux repères-là. Et donc j'ai dû, bah, voilà, apprendre ce que c'est, un peu comme toi, ça m'a fait penser à toi après une rupture, travailler déjà seule, mais ce qui m'a permis ensuite, bah, quand j'ai rencontré mon futur mari, d'avoir des bases où, voilà, je sais mes limites, je sais ce que j'ai envie, voilà ce qui est important pour moi dans mes valeurs, ma relation de couple, ma vision, c'est clair et plus on est Ouais, clair avec ça, moins on dévie le chemin et moins on se retrouve avec des gens qui nous correspondent pas. c'est vrai. Et donc plus on a de chances d'être avec des gens qui nous correspondent et donc gagner du temps. C'est ça. Et tu sais, un truc que j'observe aussi, c'est que tu as des personnes qui prennent pas forcément le temps de discuter dans leur couple. Parce que, par exemple, dans mon couple, on parle tout le temps. Enfin, c'est vraiment, on est tous les deux très bavards et on communique constamment. Mais j'observe que des personnes n'ont pas forcément cet espace de communication et vont peut-être avoir une longue conversation par mois et encore, tu Ouais. vois, dans leur relation. Et est-ce que la thérapie, c'est pas aussi un espace juste pour poser une conversation qu'on n'aurait pas eue par ailleurs, forcément? Totalement, bah, c'est ça et souvent les couples, disent: «Mais nous en fait, voilà, il y a ces sujets-là, on sait qu'on n'arrive pas à en discuter sereinement ou à aller plus loin ou même à aborder ce sujet-là et donc on fait appel à vous pour l'aborder» et donc on passe plusieurs séances évidemment à aborder ça et cetera mais l'idée c'est qu'ensuite, ils et elles se sentent assez en confiance pour ensuite aborder ces sujets d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, De en même. dehors de la thérapie et du coup, c'est vrai que ça leur offre un cadre qui les rassure, au début et même des fois ça permet parce que j'ai des couples aussi des fois qui me disent: «Mais nous on communique bien et cetera» et en fait en creusant, oui, ils communiquent sur plein de sujets, ils arrivent à discuter de plein de sujets, mais en fait ils s'écoutent peut-être pas vraiment Ouais, et moi par exemple en refaisant une thérapie de couple, bah, pareil en disant: «Bah, voilà, on communique sur plein de choses et cetera», mais de se rendre compte que peut-être effectivement l'écoute elle est pas totalement qualitative et qu'elle mérite peut-être d'être travaillée. Alors que moi, j'étais là: «Bah, punaise, on communique bien et cetera» et en fait, de se rendre compte évidemment, on travaille sur des petits éléments, mais qui font quand même toute la différence quand il peut y avoir des tensions. carrément. Parce que tu peux communiquer. Par exemple, je te dis qu'on parle beaucoup. Oui, on peut parler beaucoup et aussi on peut juste bavarder, hein. Oui, Mais c'est pas forcément pointer du doigt, OK, il y a telle situation qui me fait me sentir comme ça, j'aimerais bien que la dynamique change comme ça. Ça, c'est plus de la communication, hein, c'est autre chose. C'est de la résolution, mmh, peut-être de friction ou de conflit. Et moi, perso, je sais que ça, c'est l'un des points les plus importants pour moi dans toute relation, c'est la capacité à gérer le conflit. mmh, Parce que juste communiquer et parler, c'est important d'avoir l'espace, mais aussi être capable de naviguer les moments, ben, de frottement, de naviguer ouais, les moments qui sont pas forcément évidents, où peut-être on peut projeter du jugement, ou bien peut-être que ça nous fait nous sentir un peu mal à l'aise, où on est un peu insécure, toutes ces choses-là, au trigger, où on est ouais. trigger et on se dit, moi je me rappelle au tout début de quand je vivais avec mon chéri actuel,
J'avais pas encore tout libéré. J'étais encore en thérapie quand on a commencé à sortir ensemble. Et il y avait des choses qui me déclenchaient, mais d'une force. Et, et Mmh. juste être capable de processer les émotions moi-même, puis ensuite pouvoir communiquer dessus, on peut pas le deviner si tu l'as jamais vraiment fait, quoi. Ouais et puis c'est dur et puis même encore maintenant, même en ayant les outils ou les clés, c'est des choses qu'on travaille avec les couples, je leur dis: «C'est vraiment pas évident» parce que justement quand on est trigger, c'est là où c'est le plus difficile d'être rationnel évidemment. C'est clair. Et même nous en tant que thérapeute, on vit ça aussi, hein, on sait que Mm. c'est dur, et même des fois quand on a les outils, on peut même quand même tomber dans ce piège-là. Carrément, carrément. Mais c'est d'en avoir conscience et du coup de pouvoir en discuter encore une fois et de pouvoir s'améliorer aussi si c'est notre choix, quoi. Mm, mm, carrément. Et est-ce que tu vois des raisons communes de discorde? Des choses qui reviennent régulièrement et c'est souvent la même chose? Bon évidemment là, il y a le biais, de la sexualité où ça peut être des discordes. Alors des fois c'est pas non plus, heu, quand même sujet de tension, même s'il y a des difficultés dans la sexualité, c'est pas forcément que des sujets de tension. On peut avoir des difficultés sans que ce soit des sujets de tension, surtout pour les couples où il y a du respect et de la communication. Mm, Hem, ouais, les tâches dans la maison, la répartition des tâches, l'organisation, c'est pour ça que je te parlais d'organisation, ça peut être quand même assez régulier. J'ai l'impression quand même un peu moins ces dernières années, ouais, mais à voir. ouais, Bien sûr, comme je suis spécialisée aussi dans la sexualité, postpartum et cetera, bah, j'ai de plus en plus du coup de parents qui viennent aussi et donc il peut y avoir la friction aussi, bah, encore une fois ouais. de l'organisation, mais comment on gère des moments pour soi et des moments de couple et des moments de famille. Donc il y a souvent ça qui peut être un peu des frictions, Mhm. où il y en a un qui est peut-être, un pan ou un domaine qui est un peu laissé de côté, où souvent il y a le focus quand même sur l'enfant qui est bien là, mais les autres pans qui sont un peu, laissés de côté. Il y a des personnes qui consultent maintenant. On parlait de couples qui viennent aussi, pas attendre forcément qu'il y ait des problèmes. J'ai des couples qui viennent parce qu'ils vont se marier Mm. et donc ils veulent faire des séances aussi avant le mariage et souvent, bah, voilà, ça se passe bien et cetera, mais veulent mettre des bonnes bases et c'est vrai que dans les séances, il y a quand même des choses qui sont ressorties et tant mieux, hein, on va dire, ouais, Surprise! surprise, qui ont fait aussi un peu explosé parce qu'avec quand on prépare un mariage, on est stressé, on est sous tension, c'est une pression mais Ouais. énorme. Moi, quand les couples me disent: «Ils vont se marier», je me dis: «Accrochez-vous» parce que la préparation est dure. Moi, j'ai abandonné, Ouais. ça parce que c'était tellement trop dur. Mais, T'as abandonné le mariage ou la préparation ouais, au mariage? non, j'ai abandonné, je me suis mariée civilement, mais j'ai abandonné la grande fête. Ah ouais, ok, je comprends. Trop de Ouais, genre, trop juste se d'organisation, trop de marier, stress. pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Voilà et donc voilà, c'est intéressant aussi, ces couples-là. Alors, pas forcément en discorde, mais voilà, il y a aussi les familles, la belle famille qui rentre en jeu, les liens avec tout ça, Hmm. comment on s'imbrique Oh, dans ces ouais. nouveaux rôles, est-ce qu'on a la même vision et cetera. Donc c'est chouette qu'ils fassent ça avant le mariage, même si je dis: «Bah, il y a des choses qui ressortent», puisque de toute façon, ces choses-là seraient ressorties après le mariage. Donc vaut mieux pouvoir Hmm. les voir là maintenant et les travailler, que ce soit plus serein. Hmm. Ça me rappelle la préparation au mariage qu'on fait quand on est catholique à l'église. Je sais pas Ah, si tu bah, connais. voilà. Ouais, Bah, en ouais. fait, plusieurs couples d'amis qui se sont mariés à l'église, en fait, ils ont des séances avec le prêtre comme ça. On leur pose des questions sur l'argent, sur s'il y en a un qui meurt, sur enfin, plein de Mais trucs comme mais ça. c'est C'est super en fait, super parce qu'on se pose plus ces intéressant. questions. Ouais, Ouais, c'est on le clair. fait plus trop et c'est vrai que maintenant il y a même, voilà, des personnes qui se spécialisent justement dans la préparation de cérémonies laïques parce que, bah, c'est vrai qu'il y a Mhm. peut-être aussi plus de cérémonies, je sais pas les statistiques, mais des cérémonies laïques, qui se passent, mais du coup, il y a plus de préparation. Bah Alors oui, c'est ça. qu'effectivement, quand Il y c'est avait au ça sein d'une avant. religion, il y a une préparation, les couples, peuvent se poser des bonnes questions et donc là, c'est l'idée aussi. Ah, Mmh. très intéressant. Préparation au mariage laïque. Chez votre sexologue préféré. Punaise, pas mal. J'adhère. Et justement, on parlait des tâches ménagères. Et je me posais la question, est-ce que tu vois des tendances liées au genre, homme, femme, ou bien est-ce que, ou si tu as des couples qui sont homosexuels, est-ce que tu vois des tendances que j'aime pas trop genrer, mais j'étais curieuse de savoir s'il y avait quand même des choses qui émergeaient. Par rapport aux tâches ménagères, Pas que, hein, ah! c'est parce que tu disais ça que j'y ai pensé, mais de manière générale, est-ce que tu vois des tendances de genre? Et bah, pas forcément en tout cas. En plus, si on pense à la sexualité, souvent il y a la question, est-ce que, bah, les difficultés sexuelles sont différentes si c'est des couples hétéros, des couples homo? Il y a les mêmes difficultés qui reviennent. Que ce soit, l'écart de désir dans les couples, il y a la même chose que ce soit, un couple de femmes, un couple d'hommes, un couple homme-femme. Il y aura toujours la question écart désir, il peut y avoir la question des douleurs, même si
J'ai l'impression que c'est quand même plus présent dans les couples hétérosexuels. Là, en tout cas, j'en ai pas forcément. Chez les femmes, Ouais, du que coup? chez les femmes, j'en ai pas. Ah, tu veux dire que dans un couple avec deux femmes, il y a moins la question des douleurs que dans un couple Voilà. hétéro Ouais, avec... j'ai Ok. moins, en tout cas moi de mon expérience, j'ai moins eu ça, mais la question de désir autant, pareil. La question des tâches ménagères, c'est peut-être moins présent chez les couples lesbiens, mais il peut y avoir quand même toujours une personne qui fait un peu plus ou qui pense un petit peu plus, tu vois, à cette charge mentale. Il y a la question aussi du plaisir qui peut des fois être en fait similaire. Et communication, bah ça, peu importe en fait l'orientation sexuelle, il y a partout, ouais. C'est pareil partout. Est-ce que, par exemple, dans tes couples hétéros, tu dirais que, je prends les clichés, hein, que les femmes ont plus de charges sur les tâches ménagères que les hommes en général? Et est-ce que tu dirais que l'écart de désir, c'est que les hommes ont plus de désir que les femmes en général? Intéressant. Alors, déjà par rapport aux tâches ménagères, quand même, oui, il y a quand même, on va dire en majorité quand même plus les femmes qui vont se plaindre de ça et qui vont être, finalement, voilà, à penser. Alors là, il y a aussi une distinction, c'est sur la charge mentale. Souvent, on pense à: «Ah mais faire les choses». Là, dans les couples que j'ai, souvent les hommes font les choses. C'est plus penser les choses. Mmh, Et penser les choses, là, c'est ouais. plutôt les femmes qui vont anticiper, qui vont préparer, qui vont penser à tout ça. Et c'est ça qui est fatigant, moi, je trouve, c'est plutôt penser. C'est la charge Mmh. mentale, en Ouais. fait. Ouais, Mais c'est ça. Parce que oui, tu peux toujours donner des ordres, c'est pas grave. Mais si c'est toi qui dois réfléchir à tout ce qu'il faut faire ouais, et ensuite le communiquer à l'autre et que l'autre exécute, ouais, ben ouais, c'est ça. Ou des fois, l'autre peut quand même faire initier des choses, ranger des choses, etc. Mais va peut-être pas penser, je sais pas, au vaccin des enfants, à tout ce qui touche aux enfants. Enfin voilà, il y aura quand même des oublis. Donc, par ouais, contre, penser à tout, ça quand même, je le vois quand même plus chez les femmes. Et par rapport au désir, bah, je vois un peu de tout. Je vois des femmes, en fait, et en plus finalement, quand on travaille avec ces femmes-là qui disent ne pas avoir de désir, en fait, quand finalement je fais l'anamnèse et je questionne, en fait, elles ont du désir. ouais. Mais elles s'en rendaient pas compte et elles ont une forme de désir qui des fois peut être, réactive ou qui des fois peut être aussi plus dans l'imaginaire et cetera, mais il y a du désir Mmh, et il peut peut-être pas être initié ou il peut-être pas être vécu pleinement parce que la sexualité proposée ne répond pas à ce qu'elles aimeraient. bien sûr. Donc en fait, au fond, j'ai envie de dire, presque beaucoup de personnes ont du désir, mais c'est juste des fois, pas la possibilité Mmh, de le vivre, de l'exprimer ou de le valider aussi. ouais. C'est une chose que je dis souvent, hein, si le sexe proposé était bon, il y Bah oui. aurait pas eu de tout le monde en voudrait, tu vois? Ouais. Ouais. C'est clair et c'est Ouais. souvent ça, c'est juste qu'aussi, bah, ça on en revient aux repères, même en sexualité. Beaucoup du travail, c'est redonner des nouveaux repères sur qu'est-ce qu'une belle sexualité, à quoi ça ressemble d'avoir du désir, à quoi ça ressemble de prendre du plaisir. On est tellement dans cette sexualité un peu hétéro, phallocentrée qu'on oublie Mmh. il y a plein de façons de, bah, de ressentir les choses dans son corps, quoi. Mmh, Totalement, ouais, carrément. et là, je pense même, aux couples où, là, je vois une nouvelle forme aussi, de problématique, de difficulté, peu importe comment on l'appelle, où il y a une sexualité épanouissante, il y a de la satisfaction sexuelle, mais il y a Ah oui, je comprends. la flemme d'avoir du sexe. Alors que pourtant, ils se disent: «Mais quand on le fait, pourtant c'est trop bien, on en reveut» et une fois que ça redescend, on a la Ouais flemme, quoi. et tu conseilles quoi dans ces cas-là quand il y a la flemme? Bah, souvent, je viens essayer d'essayer de comprendre encore une fois comment ça se passe leur quotidien. Il y a la flemme, souvent, bah, c'est des couples qui, vont se retrouver plutôt en soirée évidemment, hein, parce que notre structure, de sociétale est faite comme ça. On travaille la journée dans la majorité des cas et on se retrouve, le soir. Donc déjà en soirée après une journée de boulot, de stress, et cetera, donc oui, la fatigue elle est accumulée. Mais surtout Mmh, aussi, bah, on s'installe dans le canapé ouais, ou on va sur les réseaux sociaux, donc on est en mode détente. ouais, Détente du corps, en mode passif. ouais. Et la sexualité, ça nous demande de se remettre dans l'action, dans du mouvement, donc ça nous demande des efforts si on est depuis notre canapé ou nos réseaux sociaux. Mmh, carrément, c'est Et clair. là, j'ai interrogé, une scientifique, et oui, je faisais la traduction en anglais, qui est venue sur le podcast et qui disait aussi, en fait, elle parle de système, donc il y a le système, le seeking system, donc d'aller rechercher quelque chose, par exemple, d'aller vers son partenaire pour avoir de la sexualité, qui diminue parce qu'en fait, quand on est sur les réseaux sociaux, bah, on a de la dopamine à chaque fois et donc on n'a plus besoin d'aller dans cette recherche. Non, c'est clair. On la remplit autrement, autre part, et donc c'est plus difficile ensuite effectivement d'aller la rechercher dans la sexualité. Les réseaux sociaux tuent le sexe. Les réseaux sociaux tuent tout!
On en a marre. Non, je rigole. Ça nous fatigue aussi, hein. On parle de Ouais. cette charge mentale, mais en fait, ça épuise et cetera. Moi, j'ai dû remettre, des barrières, sur mes applications pour qu'à Mmh. 20h, en fait, je puisse plus y avoir accès parce que sinon je suis tombée dans le trou de passer mon temps là-dessus alors que j'aime pas du tout ça donc C'est clair et c'est trop marrant, j'écrivais une newsletter récemment dessus, où je disais que j'étais bien, j'étais posée dans mon canapé, je lisais un bouquin et puis après, je me suis dit: «Tiens, je vais aller sur Insta» et ça a gâché ma soirée. ouais et après on Genre, entre toutes les informations que tu reçois, les vidéos, ça passe très vite. Puis je réalise que j'ai de l'anxiété et je me dis: «Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, 10 minutes d'Instagram, mmh, 10 tout minutes. cassé» et je suis assez d'accord avec toi, en fait. Le fait est que très souvent, on va essayer de faire l'amour le soir avant de se coucher et pour moi, je c'est pas mon moment préféré. J'ai sommeil. Bah, quand c'est le moment de C'est dormir, et c'est je le moment pense de que c'est le dormir. cas de c'est le cas de la plupart des gens et en fait, c'est je déplore un peu le système dans lequel on fonctionne où en fait, bah, tu arrives chez toi, tu manges et tu vas dormir. On n'a pas beaucoup d'espace dans la journée, mais l'idéal, ce serait d'avoir du temps, le matin ou dans la journée pour pouvoir se retrouver parce que le soir, ben, tu es fatigué et aussi tu as envie, d'avoir du temps pour toi-même. Parce que moi, c'est ce que j'observe en ayant un bébé maintenant, c'est que avant d'avoir envie d'avoir du temps pour mon partenaire, j'aimerais déjà être seule avec moi-même. Quand tu mets ça, donc tu tes enfants, ben, ils sont très souvent une très grosse priorité. Tu as tes enfants, ensuite tu te dis: «OK, maintenant que j'ai pas les enfants, qu'est-ce qui compte? Bah, c'est moi!» Oui, ouais, C'est c'est pas forcément important. mon couple tout de suite et c'est très important pour ensuite avoir l'espace d'aller vers son couple et ces moments-là, ben, on est obligé de les ménager parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le soir, ton réflexe, c'est d'être dans ton canapé devant Netflix ou devant ton téléphone, ben, ça veut dire changer cette dynamique et te dire: «OK, on va faire autre chose, on va passer du temps ensemble» et rien que passer ce temps ensemble peut changer les choses pas mal. Ouais Mmh. et ces phases-là, effectivement, je les aborde pas mal aussi en postpartum. Il y a cette phase où on est obligé d'être concentré sur son bébé, c'est voilà, c'est normal et puis après, il y a la phase où on a besoin de moments pour soi, de se réénergiser, de remplir notre réservoir d'énergie, d'amour et peu importe, pour ensuite pouvoir aussi aller, vers le couple et là, par exemple, le soir, des fois, bah, on peut se dire: «Bah, je vais prendre ce moment pour moi, je vais être sur mon téléphone, c'est mon moment à moi». Faut se poser la question: «Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça recharge mon bien-être?» Ouais. Généralement, non et donc c'est important quand même de recharger déjà son bien-être avant d'aller, vers l'autre personne et donc peut-être au lieu de se dire, «Bah, je vais passer 10 minutes sur Insta puis ensuite on va faire ce moment à 2», ça va déjà être compliqué en plus quand on est sur Insta comme je disais parce qu'il y a la dopamine et Oui cetera. et puis tu enchaînes, Ouais, tu enchaînes, tu pas à faire la transition. Te dire: «Bah, quelle est la chose qui va me faire du bien?» Je dis n'importe quoi, pour moi, c'est aller prendre une douche, verrouiller, mettre de la musique qui me fait bien, danser et cetera et ensuite, maintenant que j'ai fait mon moment pour moi, je peux aller vers mon partenaire. voilà et en fait, ce serait oui, décorréler le moment pour soi des réseaux sociaux, quoi, ou de ton écran et c'est pour ça que, par exemple, un truc tout bête, moi, je lis énormément. J'ai, un Kindle et en fait, je me rends compte, enfin, la différence Same team. ouais, tu vois? Et la différence entre lire et être sur Insta, elle est flagrante. Mais oui, Ça a rien à voir et donc du coup, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est quand je vois que je scrolle, je me dis: «Non, vas-y, je vais lire mon bouquin». voilà. C'est un écran aussi, mais il est pas c'est pas le même écran. Non, Et j'ai mon petit shot de dopamine, mais qui est beaucoup plus doux parce que j'ai des his alors je lis quasiment que de la romance, hein, je lis pas des ah, trucs, je lis quelque chose très sérieuses, mais essentiellement c'est de la romance, sexy avec des milliardaires, des trucs comme ça ah oui, et je suis tombée là-dedans cet été tu vois? aussi. Donc c'est vraiment, mais c'est plus lent, ça fait travailler mon imaginaire. Il y a un petit côté sexy qui peut être, vachement nourrissant aussi pour ma relation Totalement. et voilà donc Mmh. transformer votre téléphone en Kindle, je sais pas, Ah mais mais oui, oui, totalement et tu vois, comme je te disais, il faut c'est une discipline et parce que mmh, sinon on va tomber dans les réseaux donc comme je t'ai dit, j'ai remis une application pour qu'à 20h je sois plus et mes réflexes des fois c'est d'y retourner et là je vais: «Non, j'avais envie de lire», non, donc ça m'a oui, rappelé qu'il fallait que c'est j'aille lire ça. et avec mon mari, pareil, on adore lire et on se dit: «À 9h30 il faut qu'on soit au lit et qu'on lise» Ouais, à la et c'est genre rigueur, une parce qu'en plus, discipline, ça tu fait un vois? moment c'est carrément une discipline et c'est un sujet, hein, c'est un énorme sujet. Mais Là, en en ce plus on dort mieux moment, après parce que ça mais nous oui, hop, c'est on s'endort profondément après, pendant la lecture carrément. en plus, Tu as moins de ce que j'aime moins mais stimulation.
Et Ouais. ta lecture, je trouve qu'elle te donne des choses à discuter. Par exemple, je racontais à mon chéri des trucs que je lisais dans mon bouquin. Enfin, c'est complètement débile, hein. Mais au moins, ça donne un petit sujet de Mais oui. conversation. Parce Mmh. que oui, t'as vu la dernière vidéo sur Insta, c'est pas pareil. Bah, non. Ah Bref, en ouais. tout cas, je sais pas. Les réseaux sociaux auront notre peau. Là, je vais enseigner dans un de mes programmes, parce que j'ai créé un membership à côté de mon programme sur la sexualité Ah oui, j'ai vu. qui s'appelle Diva et qui porte sur le fait d'avoir des standards élevés dans tous les aspects de sa vie, parce que why not? Yes. Et on va faire une formation sur faire grandir son audience sans les réseaux sociaux, parce que c'est un gros sujet. Tu te Mmh. sens en dépendre, en fait. Tu te sens te Oui, dire que sans ça, tu peux pas t'en sortir. tellement. Bref, enfin, c'est tout un sujet. Ah oui, oui, oui. Ouais, donc trouver le moment, faire attention à comment on navigue sa journée. Et Oui. par exemple, tu vois, il y a des trucs tout bêtes. Mais et j'allais te demander comment tu trouves que la présence des enfants affecte la relation. Mais avant ça, je voulais juste partager un truc parce que je me disais ça dans notre relation. Je vois comment, dans notre famille, en fait, comme on est trois maintenant, comment on peut facilement changer une dynamique? Par exemple, on peut être tous les 3. Bon, mon bébé a 1 an, elle est pas très grande, hein, pour l'instant, mais on peut être tous les 3, Mais quand même. voilà, à je sais pas, à rien f à être un peu passif et puis bam, on met de la musique et on commence à danser, tu vois? Et puis ma petite, elle aime bien danser, elle aime bien bouger, elle Bah, commence à bouger et je me dis: «Des fois, en fait, c'est pas si compliqué qu'on croirait que de changer un peu la vibe du truc. Il faut juste qu'il y en ait un qui a envie de bouger les choses, quoi». Et, et se mettre en se mettre en mouvement, mouvement. exactement. Parce que la sexualité, comme tu dis, demande une mise en mouvement. Sinon, on est passif et on a la flemme et on n'a pas envie. Et en fait, casser cette flemme, c'est aussi revenir dans la vie, tu vois, revenir dans le corps, dans l'expression du corps. Ça peut être, bon, bah là, je suis sur le téléphone, je le pose, viens, on met un peu de musique. Est-ce que tu veux manger un truc? Tu vois, et genre, juste mettre un peu de peps au quotidien, je pense que ça peut être vraiment cool. Et en conscience aussi du coup, hein, Ouais. comme tu disais, c'est se poser les bonnes questions pour être en conscience. Tiens là, et la musique, quel genre de musique me fait vibrer? Peut-être quelle est la musique qui me détend? Là, j'ai besoin de quoi? De Mm, vibrer, de bouger, donc je vais mettre une musique en c'est mouvement. ça. Ou j'ai besoin de me détendre, par exemple pour des clientes qui ont des douleurs. Et là récemment, une cliente, du coup, on a réfléchi à une musique qu'elle met souvent pour se détendre dans sa vie de manière générale. Et je lui dis, mais dans la sexualité, est-ce que tu mets de la musique? Oui, oui. Est-ce que c'est le même genre de musique? Non. Je dis, Non, c'est il du faut hard la même rock. genre de musique. Ouais, c'était autre chose. Et ça marchait pas. Je dis, mets la musique que tu as l'habitude de mettre quand tu es détend, enfin, pour te détendre. Tu as Bah besoin de oui, détendre dans ta carrément, sexualité, là. carrément, très juste. Et du coup, ma question, c'était comment tu vois l'impact des enfants sur le couple, en général? Je veux dire, Ouais. En général, c'est quoi déjà. tes observations? Mhm. Ouais. Déjà, il faut des bonnes bases, solides, je pense, mais même dans les couples solides, un nouveau-né et même les enfants après, hein, l'adolescence, et cetera, chamboule le couple, le fait un peu enfin, le secoue. Et donc si le secouer, si les racines Hmm. sont pas bien ancrées, les parents s'envolent et ouh là là, ils savent plus trop quoi. Si on est bien ancré, ça secoue un peu, mais on arrive à être ancré, encore une fois. Donc la présence des enfants, on Hmm. sait aussi, hein, quand c'est la première année aussi, il y a beaucoup de fatigue qui peuvent arriver, des nouveaux rôles, un Ouais. rapport au corps peut-être aussi qui peut changer, un rapport à l'autre qui peut changer aussi, des responsabilités, de la pression aussi financière aussi qui peut arriver et qui rend des fois la Mhm. relation peut-être des fois lourde ou au contraire légère si on a pu bien s'organiser avant ou en discuter. Je dis souvent aussi qu'il y a une différence entre les couples qui ont pu penser, même si on sait jamais à l'avance, hein, ce qui va se passer, mais un peu penser, on parlait des tâches ou des rôles, qui va faire quoi, à quel moment, quel est notre rôle, notre responsabilité, quelle est notre vision. Si les couples ont un petit peu plus réfléchi à ça, c'est quand même déjà plus clair après. Ouais. Même s'il y a une tempête, ils y voient quand même un peu plus clair, ils ont des Ouais. choses sur lesquelles se raccrocher, versus on verra bien quand ça viendra, et là on se prend une vague en pleine figure et on est complètement secoué, il nous faut du temps pour nous en remettre. Donc souvent il y a cette crainte aussi, et là si je parle peut-être de la sexualité, mais cette crainte que quand on a des enfants, la sexualité elle est foutue, ou quand on a des Hmm. bébés la sexualité est foutue. C'est pas du tout le cas. Ce que je vois en tout cas, c'est plutôt si ma sexualité était déjà difficile avant le projet bébé, ça risque d'être un peu amplifié quand il y a bébé. Si ma sexualité était plutôt bien parce qu'on en parle, parce que c'était satisfaisant, parce que je me Ouais. pose les bonnes questions, ça va être la même chose en postpartum. Là, je fais des généralités. Mais tout ça pour dire que c'est important, encore une fois, s'il y a des difficultés, des problèmes de couple avant bébé, Ouais.
Que les couples puissent le travailler avant, c'est quand même mieux. Ouais. Oui, parce que ça va être un amplificateur. Ouais. Parce que c'est vrai que je vois pour la sexualité, moi, mon observation, c'est que ça devient plus rare parce qu'on est fatigué. Déjà la fréquence, Essentiellement, oui. c'est la fatigue. Mais la Tu vois, qualité, essentiellement, est-ce qu'elle est différente? non, c'est encore mieux. Oui, Tu dans le vois, mieux même. c'est... Oui, parce que, je sais pas, c'est... Alors, je parle de moi personnellement. Mmh. Euh, c'est comme si, je sais pas, t'as été enceinte, t'as accouché, c'est bon, ton corps, il est tranquille, open. Tu vois, il y a plein... Pour moi, pour la façon dont je l'ai vécu, c'est que peut-être qu'il y avait des petites choses qui potentiellement étaient verrouillées et dont j'avais pas conscience. Et pour moi, le fait d'avoir donné la vie, eu un bébé, Mmh. j'ai une relation avec mon corps qui est hyper, je sais pas, beaucoup plus libre. Alors, elle était plutôt bonne avant, hein, je vais pas... Ouais, mais tu vois, ça Elle était amplifie de plutôt manière bonne positive, tu vois? voilà, elle était plutôt bonne avant. Mais là, il y a cette sensation que ça bouge à l'intérieur de mon corps. Enfin, tu vois, c'est fluide. Mmh. Et c'est vrai que je l'ai senti assez rapidement après l'accouchement. Bon, les semaines après, elles étaient un peu dures, tu vois, le temps de se remettre. Mais à un moment, je me disais, ah, bah, tiens, c'est marrant. Je sais pas, je sens mon corps un peu plus mobile, tu vois. Ouvert, Ouais, libéré, donc ça, je ouais, trouvais ça, ouais, vachement ouvert, vachement libéré, vachement, je m'en fous, tu vois, j'ai génial. pas. Et puis j'ai accouché, mon chéri il était là, donc pour moi, c'est bon, Il a on tout a tout vu. vécu, tout vu, voilà. Et puis, je sais pas, je fais une aparté, mais tu observeras que je fais souvent des apartés. Merci. En fait, j'ai remarqué aussi un truc, je sais pas si c'est le cas de toutes les mamans, mais en devenant maman, il y a plein de choses dont je me souciais, dont je me soucie plus du tout. Mmh. Je me soucie beaucoup moins de ce que pensent les gens, hein. Je me soucie beaucoup moins de mon expression, de comment je dis les choses ou comment j'exprime les choses. Et donc, du coup, avec mon partenaire, je vais être vachement plus... Alors, j'étais déjà assez directe avant, je vais être beaucoup plus directe, en fait. Tu vois, je vais être... Et en fait, pour moi, ça a amplifié tout ce qui était positif. Pour le coup, c'est exactement ce que tu as dit. Voilà. Mais Mmh. après, on avait déjà une bonne relation en général et on avait déjà un bon rapport avec la sexualité, on en parlait beaucoup. Donc, c'est pas un sujet difficile. Mais la navigation de sexualité après bébé, c'était pas évident parce que forcément, ça change tout. Ouais, ça pose des Euh, questions, c'est une nouvelle organisation, c'est c'est différent. surtout l'organisation, Mmh. ouais. Ouais, mais Mm. ça peut être amplifié positivement, donc c'est ça aussi, qui est vachement aussi rassurant, je trouve aussi là-dedans. Donc si vous voulez être rassuré, travaillez sur ces éléments-là C'est ça. s'il y a des difficultés ou des points de tension. Et maintenant que j'ai eu un bébé, je me dis en fait, c'est plus la sexualité post-bébé, je me dis même: «C'est facile». Ce qui va peut-être être plus challengeant, c'est la sexualité avec des adolescents à la maison. Le bruit. Et là, je pense que c'est encore plus compliqué. Je me dis: «Il faut Ouais, écrire c'est un clair. livre là-dessus». Mais en C'est fait, clair. ça se trouve, c'est peut-être ça qui est encore plus compliqué. Je ne sais pas, je Ouais. pose la question là aux parents, d'adolescents, pour voir un peu, comment ça vous naviguez la sexualité. J'avais Mmh quelques mh. clientes, c'était une question, hein, c'était mon Dieu, faire l'amour avec Ouais. mes enfants dans la pièce à côté qui peuvent Qui m'entendre, savent qui comment savent faire? que ce que c'est la Ils savent. sexualité, qui m'imaginent comme ça ou qui Ouais, nous entendent ou même que ce soit sous le même toit. Enfin, ouais. ouais, c'est peut-être encore tout un Ouais, ça domaine. c'est tant que on a encore Oui, un peu de temps. on Moi a du aussi. temps. Déjà, moi, je pense qu'une chose qui peut aider après bébé, tu vois, on parlait des dynamiques de couple, c'est de se dire que déjà se rappeler que la sexualité, c'est pas obligatoire, que c'est vraiment qu'on a envie, mais qu'aussi c'est OK de prendre le temps de naviguer cette nouvelle situation parce que des fois, on se met un peu la pression à avoir des réponses assez rapidement pour une situation qui est inédite, qu'on connaît pas. Même si c'est pas le premier enfant, même si c'est le deuxième ou le troisième ou le quatrième, c'est quand même assez inédit. Et je pense que c'est important de se donner le temps de recalibrer un peu comment les choses fonctionnent. Parce que moi, je vois que j'ai des préoccupations maintenant que j'avais pas du tout avant, même en termes de temps, tu vois. Avant, j'avais tout le temps du monde. Je me dis, mais qu'est-ce que je faisais de ma vie? J'avais tellement de temps. Maintenant, j'ai pas de temps, tu vois. Ouais, Et ça donc, ça change. change tout. Mais ouais, se donner Mmh, l'espace de ouais. dire c'est un ajustement C'est et un que... ajustement, ouais, et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts ou même sur mon compte, mais par exemple, en postpartum, bah, effectivement, ça a amplifié plein de choses, mais en postpartum immédiat, j'ai eu des douleurs sexuelles, chose que je n'avais pas eu avant, donc il peut y avoir aussi des choses où tout allait bien avant, et puis il y a des petits éléments, parce qu'on sait aussi qu'en postpartum, les douleurs sexuelles sont quand même assez, fréquentes, pour plein de raisons. Mais c'était de se donner le temps justement, de pas paniquer parce que j'avais les informations, les outils et de me dire: «OK, faut vraiment là, faut que j'amène de la détente, de la relaxation, c'est ce que mon corps a besoin, pas de paniquer». Je sais faire appel aux professionnels dont j'ai besoin parce que j'ai ces connaissances-là, donc pareil, d'inviter les gens à avoir ces informations-là avant, parce que si j'avais été dans la tempête, j'aurais peut-être, pas su. Et en tant que couple, de pouvoir naviguer ça, de prendre le temps de naviguer, d'en parler, d'ajuster, et sans se mettre de pression, quoi. Et finalement,
en 3 fois, c'était réglé après. Ouais, c'est ça. Je pense que des fois, juste accepter où on en est et se dire, OK, je me donne l'espace, ça peut déjà enlever tellement d'anxiété, tu Mmh. vois. Mais ouais, mais c'est une aventure entre le couple et la famille. C'est Il y a carrément beaucoup une à dire. aventure. Et Camille, justement, est-ce qu'il y a un conseil, alors c'est peut-être difficile d'en trouver un seul, mais un conseil que tu aimerais donner aux couples en général qui nous écoutent, ou en tout cas aux personnes qui sont en couple qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a une chose qui, selon toi, peut faire la différence, que tu vois généralement? Ouais, là, le truc qui me venait en tête, c'est, arrêter de se prendre trop au sérieux. Mmh. Voilà, un peu de légèreté, je vois beaucoup les couples qui oublient de rigoler, qui oublient de s'amuser, qui se prennent trop au sérieux, comme la sexualité trop au sérieux, donc il y a trop de pression, on est des adultes responsables, Mmh. et c'est rigide. Non, prenez du recul sur vous, de l'autodérision, amusez-vous ensemble, ça va bien se passer. La joie, c'est clair. C'est vrai, ça change tout. Moi, j'adore. Super, merci à toi Camille. Un dernier mot ou est-ce qu'on a fait le tour? Merci. J'ai adoré nos échanges, donc voilà, et si les personnes veulent, écouter encore d'autres échanges, bah, comme tu disais, il y a le podcast, Camille parle sexe et le compte Instagram du même nom. Donc voilà, j'ai bien Voilà. aimé nos échanges et tes partages. Yes. Merci à toi, merci à vous qui nous avez écoutés. Et si, voilà, si vous voulez contacter Camille, c'est via son Instagram, Camille Parsex, et écouter son podcast. Est-ce qu'on peut du coup te contacter pour des séances de thérapie de couple? T'as de la place? T'es ouverte? Ouais, 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 je suis ouverte. Oui, 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 et puis moi, c'est souvent des sexothérapies brèves aussi, donc en quelques séances, voilà, pour les couples, c'est généralement entre 5 à séances. Il y a déjà pas mal de choses qui bougent, à 10 séances. Donc voilà, on peut me contacter sur, Instagram ou email aussi, comme ça je perds pas les messages. L'email, c'est hello@camillebataillon.com. Voilà, parfait. Donc, super. Bah, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui Merci. nous ont écoutés. Et en tout cas, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu comment fonctionne la thérapie de couple. Ça a l'air cool, ça a l'air fun. Enfin, je sais pas, ça a l'air intéressant comme Bah, super, expérience. c'est intéressant, Ouais. vraiment. Mmh. Et Camille, ben, merci à toi. Je te souhaite une magnifique fin de journée et je te dis à bientôt. Salut. Salut.